Bonjour, aujourd'hui, je vous entretiens des grandes famines à travers le monde. En fait, ça va être impossible de les passer l'une après l'autre. Il y en a eu trop. Par contre, on va faire un survol des famines qui nous touchent plus sur le plan anthropologique, c'est-à-dire qui rejoignent plus les Blancs nord-américains par rapport à ce que je pense qu'il y a une certaine insensibilité par rapport aux famines qui peuvent se passer dans des pays comme l'Afrique ou comme l'Asie centrale. En fait, j'ai l'impression que les gens s'y retrouvent pas, croient que ça arrive seulement aux autres, que c'est des pays sous-développés, ce qui est complètement faux. Et c'est pour sensibiliser finalement les Nord-Américains ou les Européens qui ont connu diverses famines dans leur histoire à ce sujet-là. Premièrement, on va parler déjà en partant des causes des famines. En général, c'est les guerres. Dans les guerres, il y a aussi les sièges. Les sièges, c'est lorsque un autre pays ou un ennemi décide de couper les arrivages de nourriture ou d'outils pour pouvoir la cultiver. Les guerres, c'est la destruction souvent des champs ou de la nourriture qui entraîne ça et les désordres politiques aussi. Il y a les mauvaises récoltes. Puis, il y a aussi des événements ou des catastrophes naturelles. Parmi ceux-là, on note entre autres les volcans, les maladies aussi, les épidémies. Les famines au Moyen Âge, avant je vais revenir à la étape précédente, je voudrais vous présenter un lien sur Wikipédia qui est la liste des famines mondiales. Ce sera pas bien long, il faut ouvrir. Je veux juste vous montrer ici à quel point il y a eu des famines dans l'histoire et ça c'est seulement les famines qui ont été répertoriées après l'année 0 de Jésus-Christ. On retrouve toutes ces familles-là. Puis si vous regardez les années et le nombre de personnes qui sont décédées, souvent dans une population qui était vraiment moins nombreuse qu'aujourd'hui, de 2 millions, c'est quand même énormément en France. On voit ici que les années sont très proches quand même. Des fois, 10 ans plus tard, une autre famine, 5 ans plus tard, une autre famine. Ça faisait partie finalement des événements courants dans l'histoire. On voit que l'Égypte, la France, la Russie, le Japon, l'Inde, l'Europe, l'Éthiopie, si on la connaît déjà, l'Angleterre, mais l'Éthiopie, il y en a connu aussi dans son histoire en ancien temps. Ça a déjà été même une contrée extrêmement développée comparée aux autres sur la Terre. On a l'Irlande, on a l'Espagne, on a la France plusieurs fois d'ailleurs, la Finlande, la Suède et plus récemment le Maroc, la Tunisie, en Europe aussi. On ne les verra pas tous. Comme je vous disais, il y a eu énormément de famines. Vous pouvez aller voir. Et même des famines très meurtrières. De l'ordre ici, par exemple, en Chine, en 1810, 1811, 1846, on parle de 46 millions de décès. Ce qui est quand même pas banal. Fait que moi, on ne pourra pas évidemment tous les passer. Je vais donner seulement quelques exemples et je vais présenter le pattern finalement qui se dessine souvent à travers les famines de l'histoire. Ben, les famines, on va commencer par parler de quelques-unes qui se sont déroulées au Moyen Âge. D'ailleurs, je vous propose d'aller consulter un document sur Internet si vous voulez savoir ma source. Je l'ai pris sur les famines et disettes à travers les âges, qui est un excellent article qui a été créé, qui est sur France Pittoresque. Euh, j'ai pris mes sources à ce niveau-là. En 600, ben, je vais commencer par 640. Sous Clovis II, il y a eu une famine qui a désolé la France. Après, pour acheter le blé, finalement, ça avait dû coûter presque les richesses du roi. Le roi, c'est le petit Jean ici en arrière. À cette occasion, Erchonwald, alors maire du palais, décréta des peines contre ceux qui cacheraient du blé ou le porteraient à l'étranger, le vendraient à l'étranger. C'est un exemple, finalement, parmi tant d'autres, où des décrets sont rapidement votés dans les temps de famine, soit pour réserver la nourriture,
soit pour saisir la nourriture et les biens, soit pour ordonner des interdictions dans la contrée, par exemple, de culture sur certaines terres ou quoi que ce soit. Il y a beaucoup de décrets, des fois, très violents aussi, dont souvent l'issue était la peine de mort lorsqu'une famine arrive dans une contrée. On va parler aussi du règne de Charlemagne, où il y a eu plusieurs famines, qui était quand même un conquérant manifeste là, dans l'histoire. Ça se manifesta en 779-793 aussi, sous le règne de Charlemagne, une fois sur celui de Louis le Pieux en 820. Après ce règne, une époque où il y avait du désordre politique, en fait, là, qui a multiplié finalement les guerres, la famine dans ces contrées-là. Puis en 843, la disette était si grande que les habitants se faisaient du pain avec de la terre. En fait, c'est pas quelque chose qui est même inconnu aujourd'hui. J'ai déjà vu un article en Haïti où les parents préparent aux enfants des galettes d'argile parce que ça coupe la faim. Fait que quand les gens ont très très faim, ils mangent ce qu'ils peuvent. Puis l'argile, c'est pas toxique en passant, là, mais mélanger un peu de nourriture ou du sucre avec de l'argile ou de la farine pouvait faire tenir un peu les habitants. Ou toujours les empêcher de souffrir de la faim pendant une certaine période, ce qui nourrit pas beaucoup, par exemple. Fait qu'en 845, il y a plusieurs milliers d'hommes qui périrent de faim, puis on prétend qu'entre autres, des scènes affreuses durant la famine de 850, où on vit les mères tuer leurs enfants et se nourrir de leur chair. On va voir que c'est pas quelque chose qui est exceptionnel, au contraire, je dirais même que c'est la norme. Après un certain nombre d'années ou d'événements de famine incontrôlables. Quand on parle aussi de famine, c'est sûr qu'on va parler de cannibalisme. Fait que si c'est quelque chose que vous ne voulez pas entendre, c'est une réalité, souvent cachée dans l'histoire, malheureusement. On essaie de bien paraître avec les années lorsque on fait suite à ces événements-là. Puis beaucoup de chefs d'État ou de chefs religieux ont camouflé ces faits-là dans l'histoire. En, en 855 à 876, on compte 11 années de famine extrême pendant une partie desquelles les hommes s'entregorgèrent en Europe pour se dévorer entre eux. Tandis que durant les autres, les morts restèrent la plupart du temps sans sépulcre, faute de survivants pour pouvoir les enterrer. Pendant la période carolingienne, c'est-à-dire qui a suivi Charlemagne, les mêmes scènes se reproduisirent notamment dans les années 895 et 899 et 940. Lorsque Hugues Capet eut tenté d'envahir le trône de France, il y a eu de cruelles famines en 887, 989, 990 et 992. Vous voyez à quel point que les années sont rapprochées. Ça fut suivi de contagions, entre autres la maladie due à l'ergot de seigle. En fait, l'ergot de seigle, c'est un champignon alcaloïde toxique pour les humains et les animaux qui se retrouvaient sur la seigle, qui était une nourriture principale à l'époque, et ça tuait les hommes par milliers. Aussi en 1003 à 1008, il y a cette maladie aussi là qui a eu une recrudescence, puis il était on enterrait confusément les malades vivants avec les morts. Les hommes furent réduits, dit Raoul Glaber. Raoul Glaber, c'est un historien de 1047, si je ne me trompe pas. Il a écrit les chroniques de l'an 1000. Il se nourrissait de reptiles, d'animaux immondes, et ce qui est plus horrible encore, de la chair d'hommes, de femmes et d'enfants. De jeunes garçons dévorèrent leurs mères, et les mères, étouffant tout sentiment maternel, dévoraient leurs enfants. 1010 à 1014, de 1021 aussi à 1029, en raison des guerres du régime féodal,
les fermiers étaient attaqués, ils étaient torturés, ils étaient enlevés, puis les terres brûlées par des seigneurs qui se disputaient. Ce qui est arrivé, ben, ça a créé une famine, évidemment, puis les hommes étaient forcés de se nourrir de chiens, de souris, de cadavres, de racines, de forêts, d'herbes, de rivières, puis ils mouraient par milliers. On arrêtait les voyageurs sur la route, on les égorgeait et on se partageait leurs membres que l'on faisait cuire pour assouvir sa faim par ces affreux repas. En 1010 à 1014, de 1021 aussi à 1029, les personnes qui, pour fuir la famine, s'expatrièrent étaient poignardées pendant la nuit puis dévorées par ceux-mêmes qui leur donnaient l'hospitalité. Plusieurs attiraient des enfants dans leur voisinage avec des petits cadeaux. Et si ces enfants se laissaient prendre au piège, ils les tuaient puis ils s'en nourrissaient. La rage de la faim était arrivée à ce point qu'on était plus en sûreté, on était plus en sûreté dans le désert au milieu des animaux féroces que dans une société d'hommes. Il faut comprendre que dans les temps de famine, l'homme est le pire prédateur pour l'homme. L'homme devient le pire ennemi et ce qui est plus à craindre. On mit en vente au marché de Tournu de la chair humaine cuite. On ne voyait partout que des visages pâles, des gens qui étaient malades, qui avaient le visage bouffi, qui étaient des voix aussi qui étaient altérées, faibles. Les gens avaient de la difficulté à parler, puis ça rappelait les cris des oiseaux expirants. Ça, c'était dans un des recueils des historiens de France. Les cadavres très nombreux qu'on ne pouvait suffire à enterrer devenaient la proie des loups. Ça, on va remettre ça en question un petit peu plus loin pour la question des loups. 1359 et 1418, au siège, des sièges et des blocus. En 1359, Charles le Mauvais, roi de Navarre, interceptant les arrivages, ben ça c'est un siège, tous les comestibles s'élevèrent à des prix excessifs. On sait que les famines sont souvent précédées par l'hyperinflation, surtout sur la nourriture, c'est celle qui prend le plus de valeur. Là, on parle de famine, ce ne sera pas les bitcoins, ça ne se mange pas. Fait qu'un tonne au lait de avant, là, ça se vendait 30 écus d'or. En tout cas, c'est ridicule parce qu'à l'époque, l'or valait quand même très cher. Là. Fait qu'on voit qu'il y avait des maladies contagieuses aussi parce qu'évidemment, vient avec les dissettes, avec les famines, mauvaise nutrition de la population, la santé décline, les gens sont plus prompts à attraper ce qui court. Bon, il mourait jusqu'à 80 personnes par jour à l'Hôtel-Dieu en Paris, je crois. Fait que la disette occasionnée en 14-18 par le pillage, il y a eu des pillages aussi. Ça, c'est des événements qui précèdent les disettes. Les incendies qui exerçaient les Armagnacs, on en parlait tantôt. Les Armagnacs étaient en guerre avec les Bourguignons, qui étaient des seigneurs, des grands seigneurs, puis ont mis le pays à feu et à sang en Europe. Aux environs de Paris. Ce qui fut à l'ordinaire suivi d'une maladie contagieuse qui fit des ravages dans l'espace de 5 semaines. On vit mourir 50 000 habitants. On n'était plus capable de les enterrer. Ils disent que les prêtres et les fossoyeurs ne pouvaient suffire aux enterrements. Je voulais parler des loups tantôt. En 1420-1438, il y a des récits romancés par l'Église, je pense, parce qu'à l'époque, quand même, c'est eux qui avaient un grand pouvoir et une grande influence sur les écrits. Fait qu'on dit en 1420, un enfant fut trouvé sur le sein de sa mère morte de faim. Lorsqu'on donnait aux pauvres, la plupart disaient « Donnez à un autre, car je ne puis manger. » Dans les rues, pendant l'hiver de cette année, on entendait les hommes, femmes, enfants crier « Hélas, je meurs de froid. Hélas, je meurs de faim. » On trouvait sur le fumier des enfants qui poussaient ces cris déchirants sans que personne ne pût les secourir. On voit clairement que c'est des textes qui sont romancés. C'est pas du tout comme ça que ça se passe, c'est vraiment théâtral. Fait qu'il faut faire attention aux récits des famines, je vais en reparler tantôt.
Puis une famine affreuse qui dura tout l'été de 1438 et une partie de l'automne enleva le tiers de la population de Paris. C'est pas mineur. Après, ils disent les loups venaient jusqu'au milieu des faubourgs, emportant les cadavres et quelquefois les enfants tout vivants. Je peux vous assurer que c'était pas des loups, c'est les gens qui se mangent entre eux. Mais l'histoire, romancer ces histoires affreuses, c'est ce cannibaliste sauvage en accusant les loups plus que les hommes, parce que probablement qu'il y avait des gens qui avaient de la misère à entendre la vérité. Disette de 1693, distribution du pain par le roi de Louvre, au Louvre, pardon. Quand on parle de disette, on ne parle pas de famine. Il faut bien comprendre qu'une disette est une rareté de nourriture, une cherté de la nourriture. Ça arrive avec de l'hyperinflation, ce qu'on connaît actuellement, ce qui est en train de débuter. Une disette, c'est pas encore une famine. Les gens sont en manque, mais encore capables de manger. Et même pendant cette période-là, on va voir qu'il y a des troubles importants. Ici, l'image qu'on voit en arrière-plan, c'est une image de l'époque où on a représenté des files de personnes qui se bousculaient pour aller chercher du pain qui était déjà très cher, mais très rare. Et il y avait des gens qui étaient écrasés vivants parmi la foule. Fait qu'il y avait un quatrain à l'époque qui disait « Chacun accourt au pain. C'est à qui en aura. Ô Dieu, la foule est si grande qu'on s'y tue. La livre est à 2 sols. » C'est probablement un prix élevé. Pour l'avoir, il faut risquer d'être estouffé. Et cela continue. Maintenant, je vais vous parler des famines et disettes plus contemporaines. À travers tout ça, je vais vous parler aussi d'un autre problème qui accompagne évidemment on pourrait dire, les famines ou les disettes. C'est souvent les pénuries de bois ou les difficultés de chauffage. On va vous montrer à quel point on est aussi vulnérable de ce côté-là, puis qu'en général, les deux arrivent ensemble. Je vais finir par, je pense, un événement qui a été précédé par des événements qui nous arrivent présentement, une disette qui a été précédée par plusieurs événements qui ressemblent beaucoup à ce qu'on vit actuellement et qui est celle qui s'est produite dans la Chine de Mao, qui est très récente, 1958. On va commencer par le siège parisien. Le siège parisien, ça a été 1870 et 1871. À ce moment-là, un œuf valait 1 franc. Une brochette de 6 moineaux plumés se vendait 3 francs. Les chats, les chiens débités aux boucheries, voire les rats d'égout écorchés du museau à la tête, trouvaient des chalands, des acheteurs. Ici, on a une disette qui est en train d'arriver en famine. On a une hyperinflation sur la nourriture. Les gens incapables de trouver à manger commencent à se nourrir de leur environnement. Et ça, c'est pour ça que je dis tantôt, l'homme est le pire prédateur, autant pour tous les animaux autour, la nature. Fait que quand il est en manque, il dévore tout ce qui l'entoure. Donc, on commence d'habitude par les animaux de compagnie. Ensuite, on s'attaque aux oiseaux, aux écureuils, à tout ce qui bouge à l'extérieur. Et finalement, dites-vous une chose, c'est que la ville est transformée. Il n'y a plus beaucoup de vie nulle part et les gens sont affamés. Toujours au siège de Paris, on voit dans le Figaro qui informe ses lecteurs, puis il y a aussi un témoignage aussi dans d'autres articles, que les arbres centenaires de l'avenue Bayolet ont été abattus par les citoyens parce qu'il manquait de bois de chauffage. Fait que c'est malgré leur histoire, leur qualité, les citoyens se sont pitchés dans les rues pour aller couper du bois et pour pouvoir se chauffer, surtout les pauvres. Un autre témoin disait que les Parisiens peu fortunés se sont improvisés bûcherons et ce sont les plantations de la ville qui paient les frais de la récolte. On recueille jusqu'à la sciure de bois et les ménagères les ramassent précieusement dans leur tablier. L'illustration en arrière-plan montre effectivement des gens s'attaquant aux arbres de la ville. Fait qu'il faut dire aussi qu'au Québec, comme en France, et je pense que c'est pire normalement ici au Canada, on a des hivers froids et il faut que les gens se chauffent parce qu'on peut
durant une famine, non pas seulement mourir de faim, mais mourir de froid. Et c'est une réalité. Si on reprend un petit peu au niveau du siège parisien, on voit encore une fois qu'il y a à peu près les mêmes événements qui se passent dans ce qu'on a vu dans l'histoire. Il y a du pillage lorsqu'il y a une famine. Euh, les gens sacrifient aussi les animaux de compagnie pour commencer, pour vivre. Fait que les chats, les chiens, il en reste plus gros. Là, ils sont tous tués. Si tu ne l'as pas tué, ben, quelqu'un va venir le chercher pour le tuer. Les chevaux, les oiseaux, les rats, on mange finalement tout ce qui existe. Après, ben, y a des gens qui vont brûler des arbres, des clôtures, en tout cas tout le bois qui est possible de trouver autour. Au siège de Paris, ils ont aussi mangé les animaux du zoo. L'éléphant, le castor, le pollux, ils ont passé. Même ça a passé dans les journaux locaux, fait que je l'ai vu dans ce qu'on raconte. Après, les gens mangent la nourriture des animaux aussi. Fait que même si elle est infecte ou passée date, les gens mangent ce qu'ils peuvent. Puis, ils mangent aussi les herbes des champs, mais ça ne nourrit pas suffisamment. En général, ils ont besoin, ben, on sait que l'homme a besoin de protéines aussi pour vivre, puis c'est aussi un coupe-faim. Fait que c'est vraiment le plus grand des manques qui est noté, c'est vraiment au niveau des protéines, les grains et tout. Puis la prochaine étape, ils ne l'ont pas passé parce qu'en général, l'homme s'attaque à l'homme, donc on tombe dans une période de cannibalisme. Je voudrais parler, rien qu'en parenthèse, d'une pénurie de bois qu'il y a eu en 1872, qui n'est pas liée à cette histoire-là, mais une pénurie de bois qui a eu lieu à Montréal. En fait, le fleuve a gelé plus tôt que prévu, ce qui a occasionné des problèmes d'approvisionnement. Puis cette année-là, il y a eu 2 enfants qui sont morts de froid dans une famille incapable de chauffer. Le bois a connu une inflation extraordinaire. Il y avait des profiteurs là-dedans, selon l'Église. Et à l'hôtel de ville, cette année-là, il disait que il y a eu le curé Labelle qui a fait un discours qui dit: allons-nous périr au milieu de l'abondance? Si dans le nord, on nous laisse en souffrance, toute la province et tous les pays en seront affectés. C'est ce qu'on a compris au conseil de ville. En fait, c'est ce qui a motivé finalement la construction d'un chemin de fer pour pouvoir amener du bois du nord vers la ville de Montréal, qui était trop dépendant du fleuve. Fait qu'on voit que des événements climatiques ou toutes sortes d'événements qui peuvent arriver, on a des sociétés qui sont très fragiles. Ça ne prend pas grand-chose pour briser notre équilibre. On dépend beaucoup les uns des autres. On dépend de nos infrastructures. On dépend de l'économie. On dépend de la paix aussi autour de nous. Ça prend pas grand-chose finalement pour que ça vienne bouleverser notre quotidien. Puis on voit ici, quand c'est un seul hiver, il y a beaucoup de gens qui ont failli passer. Fait que mettez 2 hivers, c'est fini. Là. Ça arrive très rapidement, ce genre de situation-là. L'une des famines qui m'a le plus touchée, c'est celle qui est arrivée en Russie, qui a été provoquée par Lénine en 1920. Ça a fait 5 millions de morts. Les régimes communistes sont des régimes totalitaires qui souvent s'approprient les ressources des ouvriers, lesquels finissent par faire des grèves importantes ou refuser d'émanciper cet État-là totalitaire. Et ce qui arrive dans ce temps-là, la réponse, c'est souvent le siège. Le siège, c'est on leur coupe tout, on les empêche de pouvoir se nourrir, on brûle leurs champs, on brûle leurs maisons, et ils s'organiseront. Fait que c'est un peu ce qui s'est passé avec, sous le régime bolchevique. On était en train de faire un État ouvrier, ce qui devait, on a demandé aux fermiers, et vous allez voir que les gens qui ont des fermes, qui sont installés calmement autour des villes, qui sont capables de s'auto-suffire, qui sont capables de se nourrir, ne sont pas nécessairement protégés dans ce genre de changement de régime. Au contraire, même avant une famine, ils sont souvent la cible de l'État. Fait que ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont eu une propagande parce qu'ils s'étaient révoltés et refusaient de fournir la nourriture aux villes ouvrières.
en se privant de façon éhontée. Fait que la propagande les a qualifiés d'arriérés, de paysans, d'illettrés, puis de superstitieux, de complotistes peut-être. Puis, c'est-à-dire parce qu'ils croyaient en Dieu, c'est superstitieux, c'était parce qu'ils étaient croyants. Puis d'utiliser des outils rudimentaires, comme quoi qu'ils étaient pas mécanisés, donc c'était des abrutis. Puis cette propagande-là, le parti en tira prétexte pour accuser les paysans d'avoir réduit leur production ou cumulé des surplus et refuser les perquisitions. Ce qui a fait que les Nils ont brûlé leurs terres. Puis les a carrément mis en famine volontairement. La photo en arrière-plan, c'est une de celles qui m'a les plus blessée, celle qui est à droite, parce qu'on voit une famille qui est en train de manger un de leurs enfants. Et on voit aussi que les enfants ici qui sont qui vivent dans ce pays-là, qui vivaient dans cette partie de pays-là, souffraient énormément de la faim, les ventres gonflés, extrêmement amaigris. Fait que c'est des décisions de cet homme-là en bas, dans le coin, qui a provoqué autant de morts sur des gens qui étaient en fait autosuffisants avant. On ne peut pas parler aussi de notre époque sans parler de la Deuxième Guerre mondiale ou de la Première, c'est-à-dire avec les coupons de rationnement. Je voudrais rien que faire une petite parenthèse. En 1941, il y avait des carnets de coupons de rationnement qui furent créés pour garantir à tous les habitants qu'ils reçoivent ce dont ils avaient besoin, tout en réservant une partie des provisions à l'armée. Les carnets de coupons concernaient des produits comme la viande, le thé, le café, le sucre, le beurre et l'essence. Ces carnets-là aussi, ben, à l'époque, il y avait une gestion par papier. Il y avait des enquêtes qui étaient faites par le gouvernement, à savoir combien chaque citoyen avait comme réserve pour pouvoir noter dans des livres comptables c'était quoi que le gouvernement américain, par exemple, possédait sur son territoire. Fait que, il n'y a pas eu de saisie. Par contre, ils ne sont pas rendus là. Disons qu'il n'y a pas eu de disette non plus. Il y a eu un manque des réserves qui se sont effectuées simplement pour assurer l'état de guerre, puis s'assurer de pouvoir combattre l'ennemi. Mais bon an, mal an, les États-Unis n'ont pas vraiment subi de guerre sur leur territoire, donc ça a quand même bien été. Au Québec, j'ai déjà lu une histoire plus là, j'essaie de retrouver le territoire, mais c'est plus au nord du Québec ou certaines villes de pêcheurs qui avaient beaucoup de difficultés à obtenir des fruits et légumes. Ils s'en plaignaient au gouvernement canadien. Ça avait beaucoup réduit dans leur consommation. Une tomate se payait à prix d'or. Fait que ça n'avait aucun sens. Puis les habitants commençaient à s'inquiéter vraiment. Mais c'était plus une disette. On n'a pas été jusqu'à la famine. Les repas canadiens à la Deuxième Guerre. Là, je mélange un peu France et Canada. Ça, c'est une boulangerie en France. Vous voyez la file. Le pain tranché était obligatoire. D'ailleurs, l'histoire du pain tranché vient de la Deuxième Guerre. C'est parce qu'en France, il était interdit de vendre un pain qui était non tranché parce que c'était pour faire économiser la population. On mangeait du pain noir aussi. Les gens ont déjà entendu parler. En fait, le pain noir, c'est un pain qui était mélangé avec du foin et une nourriture d'animaux, si je me rappelle bien, qui n'était pas très bon à manger. Et il y a aussi une interdiction de vendre du pain chaud à cause que les gens avaient tendance à manger plus parce que le pain était chaud. Fait qu'il y a beaucoup de décrets qui arrivent justement pour faire réduire la consommation de la population dans ces périodes-là. Au Canada, c'était la soupe aux pois qui était beaucoup servie. Il y avait le pain de viande aussi. Le pudding au pain avec sauce à la cassonade. Je pense que c'est le pudding chômeur. Puis les soupes un peu comme les soupes aux choux, des légumes d'hiver, quand ils étaient disponibles, ça permettait de survivre. Fait que, il faut dire aussi que la privation était patriotique. Les gens étaient un peu d'accord à se priver dans la plupart des pays parce que il y avait l'impression de contribuer à l'effort de guerre. Maintenant, on va aborder la famine de Mao qui a fait 20 millions de morts en 1958 à 1961. Vous voyez quand même, ça fait même pas 100 ans.
Au début du régime communiste, le Parti communiste chinois au pouvoir depuis 1949 en Chine, dirigé par Mao, décide en 1956-1957 d'accélérer l'évolution de leur société vers le modèle communiste. Ce qu'ils voulaient surtout, c'était faire compétition à l'Angleterre, c'est-à-dire, et comme ils ont réussi aujourd'hui, c'est d'arriver à produire avec des machineries plus à jour, des machineries nouvelles et améliorées. Les biens du monde, ils voulaient s'attaquer finalement à l'Occident en s'imposant comme un pays de production important. Et ce projet-là, ben, il a été suivi par des politiques qui sont traduits dans les campagnes par la suppression de la propriété privée, la mise en place de ce qu'on appelle aujourd'hui les communes populaires, auxquelles il délégua la gestion à des comités de citoyens zélés. En fait, la suppression de la propriété privée qui s'est fait surtout chez les gens des cantons, comme à Guanzam. Les officiels dans ces cantons-là, finalement, ben, ont demandé aux fermiers de donner toute leur production aux villes, comme à Pékin. Ils devaient tout donner ce qu'ils avaient cultivé. On leur enlevait la propriété de leur terre et on leur donnait en retour les miettes pour qu'ils puissent se nourrir. Les fermiers, évidemment, se sont révoltés parce que c'était de l'esclavage déguisé, carrément. Et cette révolte-là a conduit les officiels communistes zélés à inventer 30 formes de torture infligées aux paysans pour soutenir leur moisson, pour soutirer leur moisson jusqu'au dernier grain. On voit ça sur le journal Libération en France aussi. Fait que les famines de Mao ont été désastreuses pour les fermiers. Ben, c'est pas la famine, c'est la soumission de toutes les gens qui faisaient la culture des fermes. Après, ben, il y a eu des gens qui arrivaient quand même, malgré tout, à pouvoir se nourrir avec des chaudrons, des ustensiles. Puis, lorsque l'État a compris qu'il arrivait quand même à se nourrir, ben, ils ont demandé au comité de citoyens d'interdire les chaudrons et les ustensiles. Il y a eu un nouveau décret. Ce décret-là a fait qu'ils ont saisi tous les chaudrons et les ustensiles, laissant encore plus le peuple dans l'impossibilité de pouvoir s'autosuffire. Ça fait qu'à ce moment-là, ils ont fondu supposément ou comme prétexte les chaudrons et les ustensiles en disant que ça participait à l'effort de guerre. Ces chaudrons-là, finalement, le métal n'a pas du tout été utilisé. C'était laissé sur place, des métaux de mauvaise qualité. C'était complètement ridicule, fait que ça ne donnait absolument rien. Ça a contribué à affamer encore plus la population. Ils ont aussi détruit les familles, séparé les gens, ils les ont torturés, puis ils ont fait une violence autoritaire. Il y a eu le travail forcé, la servitude, comme je vous disais, en les obligeant de travailler aux champs, souvent mal nourris, malades, affaiblis. Il y avait une propagande très importante aussi, tout comme en Russie, ces gens-là étaient dévalorisés, étaient traités comme des parias de la société dans les villes. Et aussi, il y avait une propagande, en fait, ils devaient lire le livre rouge du communiste avant chaque entrée au champ. Ça fait qu'on les endoctrinait comme il faut dans la mentalité de ce régime-là. Les paysans, c'est des choses assez tristes parce que à un certain point, ils avaient droit uniquement à 2 louches de soupe par jour, une soupe infecte. Paraît-il que les jeunes gens devaient marcher en béquille comme les personnes plus vieilles parce qu'ils n'arrivaient même pas, premièrement, c'était une soupe qui ne savait pas ce qu'il y avait dedans, fait qu'elle était comme aigre, elle avait un drôle de goût et ça les rendait malades. En plus que on les forçait finalement à travailler au champ toute la journée malgré une mauvaise alimentation. Ça faisait pitié. Fait qu'il y a eu comment je pourrais dire, ça l'a rapidement dégénéré en famine. Les gens n'avaient plus rien à manger, ça a été hors de contrôle. Parce que les officiels chinois des comités de citoyens
exemplaires du parti qui s'étaient mis ensemble et qui soumettaient leurs semblables, avaient peur de révéler à Mao ce qui se produisait dans leur contrée, puis surtout d'empêcher de réduire leur production de grains. Ils ont aggravé les choses en imposant encore davantage de restrictions, d'autoritarisme à la population et aux fermiers. Ce qui a engendré vraiment une famine cruelle et épouvantable. Fait que les paysans s'échangeaient leurs enfants pour les manger. C'était on était rendu maintenant au cannibalisme. Il y avait des sacrifices humains publics avec démembrement des victimes. Il y a eu 291 condamnations publiques de gens qui se révoltaient, des pères avec leurs enfants. Des gens, souvent des hommes en bonne santé ou quoi que ce soit, puis qui ont été exécutés publiquement. Puis ça, c'est seulement ce qui a été fait publiquement là, que je vous parle, parce qu'il s'est passé beaucoup d'autres choses. Il y avait de la violence extrême. Finalement, il y a eu 20 millions de morts selon... là, ici, quand je vous parle de ça, c'est le Nouvel Observateur. C'est des faits que j'ai pris dans un article du Nouvel Observateur. Fait que lorsque la faim a commencé à se faire sentir, rien n'a pu l'endiguer. La population était épuisée par les efforts industriels qu'elle fournissait pour survivre à la cadence imposée par le régime. Les familles n'avaient plus la possibilité d'être autosuffisantes. La propriété d'un lopin de terre avait été bannie par peur du parti. Les cadres des communes empêchèrent toute communication entre les villes affamées les villages affamés et les villes, rendant tout ravitaillement d'urgence impossible. L'organisation hiérarchique fondée sur l'obéissance et la peur ont donc mené la campagne à cette catastrophe. Je veux souligner quelque chose ici, c'est le fait qu'on a utilisé l'obéissance et la peur. Le fait aussi que les cadres des communes empêchèrent les gens de communiquer entre eux. La division aussi a été utilisée. Fait qu'on a l'asservissement d'une population qui l'a conduit à sa perte. Et c'était certainement pas au départ la faute de ces gens-là qui devaient vivre paisiblement avant l'arrivée de ces décrets-là. Et je fais un très grand rapprochement avec ce qui se produit aujourd'hui, même si ce n'est pas à cette ampleur-là. On voit ici que ça a basculé très vite à cette ampleur-là. Je ne parle pas présentement de la famine du Yémen, qui est aussi très grave, qu'on entend peu parler même, puis des famines des Somalies qu'on connaît entre autres. C'est des famines qui sont horribles, mais je trouve qu'au Canada, même en Europe, ça nous rejoint moins parce qu'on pense toujours que c'est trop loin. Mais c'est la même chose, c'est aussi des êtres humains, puis ils vivent les mêmes circonstances, c'est souvent caché. Fait que, est-ce que ces barbaries appartiennent au passé? Je ne crois pas. Je pense que ça fait partie de la nature. On le voit dans la nature d'ailleurs. Quand il y a trop de loups, il manque de chevreuils. Et quand il y a trop de chevreuils, les loups se remettent à se développer et les chevreuils meurent. Fait que, oui, c'est un équilibre. Et si je fais le parallèle tantôt avec la nouvelle autorité finalement qui est en train de se mettre en place sur le plan international, c'est que j'ai vu des décrets ou des tendances qui commencent à m'inquiéter et me font penser que c'est des choses qui pourraient se renouveler. D'abord, l'insensibilité, voulue ou non, qu'on voit de plus en plus des gens. Les gens ne sont plus sensibles, il n'y a plus, en guillemets, d'amour. Les gens ont peu morale, c'est le me, myself and I. Puis, je me rappellerai toujours d'une vidéo qui a circulé sur Internet de cette femme psychosée. We still have too many people, too much pollution, so we have to get rid of the babies. That's a big problem. Just stopping having babies is not enough. We need to eat the babies, and this is very serious. Elle est à Montréal, pas à Montréal, excusez, à New York, dans une conférence pour au niveau de l'écologie et est en train de proposer aux gens de manger les bébés. Donc, vous voyez qu'il y a certaines moralités qui sont en train de tomber. C'est pas la seule chose que j'ai vue. J'ai vu aussi des articles
quand même à cnews.fr qu'un scientifique préconise de manger de la viande humaine contre le réchauffement climatique. J'ai vu aussi des enseignants de primaire qui commencent à enseigner aux enfants à manger de la viande humaine. C'est quand même assez curieux comme phénomène. Et cette dérive-là serait peut-être pas étrangère au fait qu'on commence à être nombreux, que certains craignent justement la famine. Et on va voir pourquoi que ça serait un peu différent cette fois. On voit aussi qu'il y a beaucoup de divisions actuellement dans les peuples, dans les familles. On voit la destruction aussi des formes d'indépendance. Je vais y revenir tantôt. L'exclusion et la criminalisation des non-conformistes. Ça, c'est... Puis on banalise les actes de violence et de cannibalisme. Il y a des sièges puis des emprisonnements sommaires, comme l'isolation ou les camps COVID, comme on pourrait les appeler. Il y a des comités de citoyens zélés autoritaires qui commencent à être formés. Il faut faire attention à ça. Parce que c'est une belle façon, comme on a vu, de créer, d'isoler encore plus les villes, les villages et les personnes qui sont dans le besoin. Des comités de citoyens zélés, autoritaires et conformistes, puis les petits chefs, comme on les appelle. Puis il y a l'atteinte à l'intégrité physique des personnes vulnérables. On le vu avec les personnes âgées, de la façon qu'ils ont été traitées pendant la pandémie, et on le voit actuellement avec les enfants. Ça fait que... Et on connaît aussi une très grande propagande. Il faut dire que ce que je vous ai parlé comme famine avec Mao, c'est très étouffé dans l'histoire. D'ailleurs, c'est très difficile d'avoir des photos de cette famine-là parce que le régime communiste a fait tout pour la faire disparaître ou l'enlever des livres de l'histoire. Elle est souvent relatée en Amérique ou en Europe, mais très peu dans ce pays-là. Et pourtant, beaucoup de personnes se souviennent de cette époque-là parmi les Chinois. La différence entre maintenant entre autres, je parlais tantôt des guerres mondiales, c'est que la propagande actuelle, l'ennemi, c'est les non-conformistes. Okay? C'est pour ça qu'on s'attaque au peuple, là, comme on peut dire. Puis de la propagande pendant la guerre mondiale, la propagande, l'ennemi, c'était les dirigeants ou un peuple extérieur. Aujourd'hui, on obéit par peur de l'autorité. Puis par peur tout court, provoquée par l'autorité, tandis qu'à cette époque-là des guerres mondiales, on obéissait par patriotisme. Et lorsqu'on n'obéissait pas, c'était parce qu'on ne se sentait pas lié patriotiquement à une situation, ce qu'a connu le Québec, entre autres, parce qu'il considérait, entre autres, dans certaines époques, qu'il n'y avait pas à être enrôlé parce que c'était une guerre canadienne et non pas du Québec. Fait que vous voyez que le patriotisme était très fort. On a présentement une dépendance extrême envers l'État. Tandis que pendant les guerres mondiales, la plupart des gens étaient indépendants et autosuffisants relativement. Là, ils étaient capables de se faire leur propre petit potager, tout ça. Maintenant, on concentre de plus en plus la population, donc de moins en moins la possibilité d'avoir la dépendance pour pouvoir se nourrir soi-même. On est superficiel maintenant, puis déconnecté de la nature, tandis qu'avant, les gens étaient plus près de la nature, plus débrouillards. Notre santé est soutenue par les finances de l'État. Ça, c'est très important, tandis qu'aujourd'hui, la santé est soutenue au cours des guerres mondiales, la santé, même lorsqu'on a eu la pandémie de la grippe espagnole, la santé qui était soutenue par la vocation, par la dévotion, par les communautés religieuses, puis les médecins aussi étaient plus dans la vocation et la dévotion. Ils n'attendaient pas leur salaire. Aujourd'hui, un médecin pourrait très bien passer à côté de gens qui sont malades sans s'arrêter puis s'en occuper en se disant « je ne suis pas payé, je ne suis pas sur mon chiffre ». Tandis qu'à l'époque, c'était assez rare d'avoir ce genre d'attitude-là. C'était contre les principes moraux de l'époque. Il y a en fait beaucoup d'immoralité aujourd'hui, c'est me, myself and I, tandis qu'à l'avant, il y avait plus de principes moraux liés à la charité chrétienne. Ou la charité de d'autres dogmes, mais quand même, c'était plus présent. Les moyens aussi étaient rudimentaires, tandis qu'on a aujourd'hui une meilleure aussi connaissance du comportement humain, la manipulation est plus facile. On abandonne aussi une vie facile, tandis qu'à l'époque, les gens avaient déjà pas facile. Oui, il y a eu quand même les années 20, les années folles, puis ensuite une réduction. Mais la vie facile d'aujourd'hui est incomparable.
Puis notre gestion est basée sur les technologies d'information, ce qui fait une très, très grande différence, tandis qu'à l'époque, c'était quand même des listes manuscrites, il y avait moins de contrôle sur les gens. Puis aujourd'hui, on est très vulnérable à ça. Par exemple, pour les rationnements, on pourrait dire qu'ils seraient probablement faits par des cartes bancaires, peut-être des passeports sanitaires ou autres, qui permettraient d'allouer des crédits carbone, comme par exemple classifier les dépenses, allouer par exemple des restrictions alimentaires sur l'énergie, la consommation, les déplacements, le contrôle des achats et des budgets. Les cartes de crédit peuvent aussi aider à faire la cotation de citoyenneté, c'est-à-dire de nous mener aux travaux forcés. D'une certaine façon, c'est qu'on est un mauvais citoyen si on ne rencontre pas les critères qui ont été déterminés par l'État. Et à ce moment-là, on serait retiré de plusieurs droits, comme celui de manger. L'obligation de déclarer nos biens, les réserves, les meubles, on voit que ça va être beaucoup plus facile pour l'État de contrôler nos avoirs en faisant un inventaire informatique. Et c'est beaucoup plus froid aussi de retirer ces choses-là à des gens par rapport à un programme que si c'est des individus qui prennent des décisions. La base de données centralisée qui permet un grand contrôle par l'État avec peu ou pas de transparence envers les citoyens, c'est que de plus en plus notre information personnelle monte vers les dirigeants et eux ne fournissent de moins en moins d'informations ou des informations inexactes dans le but de manipuler les populations. Ça devient très dangereux. Et la saisie des surplus chez le citoyen, c'est souvent dans la plupart des famines, ça a précédé aussi les famines, c'est-à-dire qu'on a saisi carrément les avoirs des citoyens. C'est ce qui pourrait être le cas actuellement. Un système qui serait annoncé comme quelque chose de plus juste par celui qui, par exemple, a présenté Justin Trudeau. La création de la dépendance puis de la peur par décret, on la connaît. On a l'endettement, l'hyperinflation qui commence à faire son apparition, qui peut nous conduire à la servitude. Il y a déjà des rumeurs, d'ailleurs c'est écrit dans l'agenda des 16 objectifs du développement durable. La saisie et l'interdiction des maisons et terrains individuels est déjà planifiée, fait qu'on parle de densité heureuse. C'est Emmanuelle Wargon en France, qui est la ministre du Logement, qui a lancé le morceau là, publiquement. Elle dit que c'est dépassé, qu'on ne devrait plus avoir de maisons ni de terrains individuels. C'est présenté avec des fleurs parce que finalement, ils ont des compagnies de communication qui sont payées des milliards de dollars pour trouver des façons de nous faire avaler des situations qu'on refuserait. La densité heureuse, ça ne va pas avec une famine. Si on commence à manquer, la densité est toujours un problème encore plus grave. Fait qu'il ne faut pas être en densité dans une période de famine, c'est certain, ou de disette. Nuire aux affaires des entrepreneurs indépendants, on l'a vu avec les lockdowns, fait qu'on a vu ça aussi dans les régimes communistes dont j'ai parlé. Des pénuries provoquées, des sièges. Il y a des gens qui soupçonnent qu'actuellement, il y a des sièges provoqués pour empêcher l'arrivée des aliments, pour obliger la population à changer de consommation ou de façon de consommer. On est en train de le vivre actuellement. Puis, imposer le conformisme par la peur ou la violence physique et psychologique. On a vu apparaître des camps d'isolation qui ne sont pas des théories. Ils existent bien au Canada, en Europe aussi et en Australie. Et je pense qu'il y en a plus que ça. Il y a aussi celle aux États-Unis. Atteinte à l'intégrité des personnes vulnérables, les enfants, les personnes âgées. On voit qu'on va de plus en plus vers un manque de respect envers nos gens vulnérables. Et ça aussi, c'est très inquiétant. Fait, comment se préparer au pire d'une crise de famine? Il n'y en a pas vraiment. En fait, là, il n'y a plus rien qui sert à rien, ni les réserves, vous allez être pillés simplement. On est confronté à l'homme, soit d'accepter de mourir, on a comme un choix, ou de devenir un zombie cannibale. Fait que dans les deux cas, c'est sûr que ça ne nous tentera pas. Fait qu'il y a méditer puis prier puis apprendre à jeûner, parce que jeûner, on ne meurt pas, contrairement à ce que le monde pense. On meurt quand on n'a plus de graisse, qu'on tombe dans nos protéines. Mais ça peut être une solution d'apprendre à se priver de nourriture, de ne pas paniquer.
Puis de ne pas avoir peur de la mort, parce que c'est ça qui nous rend des monstres. Il faut arrêter de craindre la mort. En tout cas, moi, je pense qu'on est plus que de la chair et des os. Fait que en retenant ça, peut-être que ce serait le temps de se faire à l'idée que finalement, on est plus qu'un corps humain. On a aussi une âme. Fait que j'en reviens à l'esprit, puis c'est ce qui nous permet de nous distinguer des bêtes sauvages au sens figuré, c'est que l'homme est capable de se poser des questions sur la source de son existence, puis je pense que rendu là, il faudrait être capable d'apprécier la nature malgré tout ce qui peut se passer, d'apprécier des petits moments malgré le pire. Et parce que finalement, il n'y aura pas de solution rendue là. Il ne faudrait pas s'y rendre d'ailleurs. Fait que ça termine ma présentation.